On sait que l'océan est un puits de carbone et c'est un processus qui est essentiellement étudié dans les zones tempérées et polaires, parce que c'est là qu'on pense que ce processus est le plus efficace. Et à l'inverse, la zone intertropicale, qui représente près de la moitié de l'océan global, est considérée comme un environnement peu efficace à piéger du carbone. Et avec toute une équipe, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple et on a eu la chance d'observer, au fond de l'océan, des processus qui conduisent à une pompe alternative à carbone dans cette zone tropicale qui semble plus efficace que ce qu'on pensait. Et c'est précisément ce qui nous a motivés à monter le projet HOPE pour aller scruter en détail la dynamique de cette pompe alternative à carbone, son fonctionnement, pour pouvoir in fine l'intégrer dans les modèles de climat et voir si et comment elle influencerait l'évolution de notre climat. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Pour cette deuxième saison du podcast Dans les pas d'Archimède, 6 chercheuses et chercheurs d'Aix-Marseille Université nous racontent en détail l'histoire d'une formidable découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, nous partons explorer les déserts océaniques avec Sophie Bonnet, océanographe et directrice du projet de recherche HOPE, qui étudie depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie la manière dont les océans tropicaux piègent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je m'appelle Sophie Bonnet, je suis océanographe à l'Institut méditerranéen d'océanologie d'Aix-Marseille Université et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Donc depuis 2023, je conduis le projet HOPE qui étudie la capacité des océans tropicaux à piéger et à séquestrer du CO2. Ce projet HOPE, il est né d'une petite dizaine d'années de recherche que nous avons menées dans le Pacifique, au cours desquelles j'ai réalisé qu'on devrait s'intéresser davantage au rôle des océans tropicaux dans le piégeage du carbone. En effet, on a observé que des processus biologiques étaient à l'œuvre en zone tropicale et qui conduisaient à une pompe à carbone alternative, en plus de la pompe à carbone qui se produit dans les zones tempérées et polaires. C'est une pompe probablement plus faible, mais que l'on ne peut plus ignorer compte tenu de l'étendue géographique de l'océan tropical. Notre objectif à l'issue du projet HOPE, c'est de pouvoir représenter cette pompe alternative dans les modèles de projection du GIEC, dans les composantes marines de ces modèles. Donc pour le moment, on ne sait pas la représenter, cette pompe alternative, car on manque de connaissances, on manque de chiffres sur les différents processus qui composent cette pompe. Donc c'est ce qui a motivé le projet HOPE, s'appuyer sur nos découvertes récentes qui montrent que cette pompe alternative à carbone existe, qu'elle est probablement plus forte que ce qu'on pensait, mais on a besoin de la caractériser, de la quantifier pour pouvoir la représenter dans les modèles et répondre à une échelle plus globale à la question de savoir si oui ou non elle peut ou elle pourrait influencer le climat futur. Donc c'est d'autant plus important qu'avec le réchauffement climatique, l'océan tempéré a tendance à se tropicaliser. Cela signifie que l'étendue géographique de cet océan tropical, qui est aujourd'hui d'environ la moitié de l'océan global, sera probablement demain plus vaste. Nous avons donc besoin de comprendre ce qui s'y passe, car il va représenter une grande partie de notre océan de demain. Avant d'expliquer en détail ce qu'est le projet HOPE, il nous faut comprendre cette pompe biologique à carbone. En fait, tout débute avec le CO2 présent dans l'atmosphère, qui est en équilibre avec le CO2 dissous dans l'océan de surface. Ce CO2, dissous dans l'eau de mer, est utilisé par les microalgues du plancton, par photosynthèse, à l'image des plantes terrestres, et cela leur permet de fabriquer leur matière organique. C'est-à-dire que les microalgues transforment le CO2 en carbone organique, c'est-à-dire en algues. Ces microalgues du plancton ont ensuite plusieurs devenirs possibles. Soit elles vont mourir et sédimenter en masse au fond de l'océan, emportant avec elles leur carbone, soit elles vont être consommées par la chaîne alimentaire marine, c'est-à-dire le plancton animal de petite taille, puis de plus grande taille jusqu'aux poissons. Et les déjections de ces animaux vont couler de leur vivant et à leur mort, ces organismes vont également sédimenter au fond de l'océan
emportant également avec eux leur carbone qui leur vient de leur nourriture, les microalgues, dont le carbone lui-même vient du CO2 atmosphérique dissous dans l'eau. Donc en résumé, cette pompe biologique à carbone, elle permet de soustraire du CO2 à l'atmosphère pour l'emmener au fond de l'océan. Il se trouve que pendant leur chute, ces organismes, morts pour la plupart, vont se dégrader sous l'action des bactéries, comme tout cadavre. Une partie du carbone contenu dans ces organismes va redevenir CO2 et revenir dans l'atmosphère, mais c'est l'autre partie qui nous intéresse ici. La partie qui échappe à cette dégradation en coulant va, à un moment donné, atteindre une profondeur qu'on appelle la profondeur de séquestration, à environ 1000 mètres de profondeur, où on considère que le carbone va être piégé pour des temps très longs au fond de l'océan. C'est un processus qui est constant, faible par rapport à d'autres processus de piégeage de carbone, mais qui est durable et surtout qui opère depuis des temps géologiques. Et on estime aujourd'hui que si on supprimait ce processus depuis des temps géologiques tel qu'on le connaît aujourd'hui, les concentrations en CO2 dans l'atmosphère seraient 2 fois plus fortes qu'elles ne sont aujourd'hui et la planète Terre ne serait en fait pas vivable. Donc il s'agit d'un processus qui n'est pas le seul, bien sûr, mais qui nous rend de grands services. Donc ce processus, il n'est pas nouveau, il est étudié depuis plusieurs années par la communauté scientifique. Et avec le projet HOPE, ce que nous avons mis en évidence, c'est que ce processus existe aussi dans la zone intertropicale, qu'il est plus important que ce qu'on ne pensait et qu'il faut s'y attarder parce qu'il est également plus complexe. Donc la réflexion autour de cette question a pris du temps, bien sûr. Je travaillais sur un autre projet dans le Pacifique et j'avais quelques supputations liées à des observations que j'avais faites et qui paraissaient assez contre-intuitives par rapport à nos connaissances sur le sujet. En effet, j'ai observé des organismes du plancton, les diazotrophes que j'étudie, presque intacts à 1000 ou 2000 mètres de profondeur. Nous pouvons faire cela, observer des organismes en profondeur, grâce à des lignes de plusieurs kilomètres tendues de la surface au fond de l'océan, qui sont munis d'instruments et de capteurs, et notamment de pièges à neige marine, qui est le nom que l'on donne aux organismes morts et aux particules qui sédimentent et qui emportent le carbone avec eux. Donc on les collecte à différentes profondeurs de notre choix. Par exemple, on fait un échantillon toutes les 24 heures, à 1000 mètres, à 2000 mètres et autres. Et de là, on récupère des flacons dans lesquels la neige marine s'est accumulée, donc à 1000 mètres de profondeur par exemple, et on peut faire des analyses de génétique, de microscopie, de contenu en carbone, etc., en fonction de la question qu'on se pose. Donc qu'est-ce qui m'a amené à aller regarder cela ? Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'organismes dans les échantillons profonds, et beaucoup étaient intacts, de grande taille, ce qui voulait dire qu'ils avaient coulé vite, en seulement quelques jours. Et s'ils coulent vite, c'est qu'ils n'ont pas le temps de se dégrader, et que le carbone qu'ils contiennent ne revient donc pas dans l'atmosphère. Et certains organismes étaient même encore vivants à 1000 mètres de profondeur. Ils avaient donc échappé à leur recyclage et conservé tout leur carbone. Puis nous avons voulu savoir si cela était propre au Pacifique et avons pu montrer que ce processus semblait être à l'œuvre dans d'autres bassins océaniques que le Pacifique. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, la question est de savoir si cette pompe alternative, se produit constamment ou sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions ? Quel est le déterminisme environnemental de cette pompe ? Quelle est sa force ? Quelle est son importance à l'échelle globale ? C'est ça qu'on veut savoir à présent. J'avais commencé à publier mes observations de façon qualitative au sein d'un article qui portait sur un sujet connexe. Et puis je me suis dit que pour aller plus loin, on avait besoin de mettre des premiers chiffres sur ce processus en l'abordant sous plusieurs angles pour éviter les biais. Donc c'était important parce que c'est difficile d'apporter des idées qui vont à l'encontre de ce que l'on pense, nous, la communauté scientifique, depuis longtemps. Et à l'époque, les gens qui travaillaient sur la pompe biologique, certains en tous les cas, me regardaient d'un air un peu perplexe, l'air de se dire que je m'attelais à une question qui n'en valait pas vraiment la peine. Je ne l'ai pas mal pris du tout, je pouvais le comprendre, mais il y avait quelque chose qui m'attirait vers ça, une force incroyable. Donc je me suis dit qu'il fallait que ces chiffres soient non discutables. Nous avons donc publié 2 articles sur ce sujet qui ont été acceptés dans des journaux pourtant assez difficiles. Et aujourd'hui, ça n'est peut-être pas encore une évidence pour toute la communauté, mais avec le soutien financier important que l'on a reçu en 2021 du Conseil européen de la recherche, l'ERC, on y vient. Pour comprendre la dynamique de cette pompe à carbone alternative, comment les organismes fixent le carbone, sous quelles conditions il coule, à quelle vitesse et quels sont les paramètres environnementaux qui vont déterminer l'efficacité de cette pompe,
il nous faut pouvoir observer l'océan à l'échelle de l'heure ou du jour, tous les jours, pendant des mois. Et ça, c'est quelque chose que les océanographes ne savent pas très bien faire pour tout ce qui concerne la biologie, parce qu'on ne peut pas les mettre en mer pendant des mois pour faire des prélèvements complexes nuit et jour. Donc en général, on étudie un processus en océanographie de façon très intense pendant un temps court, un mois par exemple pendant nos campagnes océanographiques à bord de navires, ou bien en océanographie, on a également des stations d'observation à long terme que l'on étudie depuis des décennies, où l'on revient tous les mois collecter de nouvelles données. Il y en a certaines qui sont collectées de façon automatique par des capteurs et transmises en temps réel, mais pour tout ce qui est données complexes, données biologiques, on a du mal à faire ça de façon autonome, on ne sait pas faire. Et en y revenant tous les mois, forcément, on rate beaucoup de choses. On est un petit peu aveugle à ce qui se passe entre 2 prélèvements mensuels. Parce que les organismes du plancton ont une durée de vie de quelques jours. Donc en les étudiant tous les mois, c'est un petit peu comme si on voulait étudier la dynamique des humains, qui ont une durée de vie d'environ 80 ans, et qu'on faisait un point tous les 100 000 ans. On raterait tout ce qui est important. Donc pour le plancton, c'est un petit peu la même chose. Donc dans le cadre de HOPE, nous sommes en train de développer une bouée intelligente dont l'objectif est qu'elle travaille pour nous et collecte les données dont nous avons besoin à l'échelle de l'heure, jour et nuit, et ce pendant des mois ou même des années. Donc c'est un gros challenge technologique. C'est un de nos ingénieurs de recherche, Jean-Michel Grisoni, qui a co-conçu cette bouée intelligente. Il a ensuite transféré ce savoir-faire à une entreprise d'Aix-en-Provence qui construit des bouées, mais généralement plus petites, et qui sont placées dans des baies côtières auxquelles on peut souvent accéder avec des petites embarcations, voire même à la nage. Et là, en travaillant tous ensemble, on a transformé cette bouée côtière en une bouée hauturière, plus grosse, très instrumentée, et qui est capable de communiquer des données complexes en étant loin de la côte. Donc en mars dernier, en mars 2024, nous avons déployé cette bouée intelligente à 30 km environ au large de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Nous avons beaucoup travaillé et sommes en train de la mettre en service. Donc cette bouée fonctionne en autonomie, nuit et jour, et elle est alimentée en énergie par 32 panneaux solaires et des éoliennes pour faire des prélèvements complexes toutes les 4 heures, à l'aide d'un ensemble d'instruments, de capteurs et d'automates, dont certains existaient déjà sur le marché et d'autres ont été développés spécialement pour l'occasion, donc sont de véritables prototypes. Donc la bouée contient également un laboratoire embarqué dans lequel plusieurs personnes peuvent entrer chaque mois lorsqu'on la visite et qu'on fait une maintenance, une collecte d'échantillons. Et une fois que les instruments ont collecté leurs données à distance, ils les transmettent à un datalogger de la bouée qui les envoie à terre en temps réel pour la plupart des données. Et nous, on peut entrer dans le réseau Internet de la bouée et piloter certains instruments depuis notre laboratoire. Donc c'est un véritable rêve pour les océanographes, mais c'est aussi un véritable challenge. Nous avons une équipe d'une vingtaine de chercheurs et ingénieurs qui interviennent ponctuellement sur le projet HOPE et 5 scientifiques qui travaillent à plein temps sur le projet, affectés à Nouméa pour 2 ans, jusqu'à fin janvier 2026. Donc c'est ce timing qui nous met un petit peu la pression, d'autant qu'on a essuyé pas mal de déconvenues ces derniers temps. On s'était donné jusqu'à mi-2024 pour que la bouée fonctionne à plein régime avec tous ses instruments, mais c'est tellement complexe comme technologie, il y a tellement d'innovations. Et puis quand on est en Nouvelle-Calédonie, on est à l'autre bout du monde, sur une île. Donc s'il nous manque des pièces, des câbles, des choses un petit peu techniques, on ne va pas forcément tout trouver sur place, on doit se les faire envoyer. Il y a des délais de réception. Et puis récemment, il y a eu des émeutes en Nouvelle-Calédonie pendant 2 à 3 mois qui ont absolument tout bloqué. On n'a plus rien reçu, on ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus aller en mer. Donc on a été considérablement ralenti dans notre entreprise. Et puis du fait de la technicité et de l'innovation, c'est difficile d'avoir tous les instruments qui marchent bien au même moment. Ce sont des prototypes, on les teste, on les éprouve, nous-mêmes on essaie de les comprendre. Donc c'est un gros challenge qu'on essaie de relever, mais le bon côté c'est que ces difficultés quelque part nous rendent experts sur chaque capteur, parce qu'il y a beaucoup de capteurs qu'on ne connaissait pas, voire même certains chercheurs font toute une carrière sur un seul de ces capteurs, et nous on en a une dizaine. Donc on a un gros défi à relever. Donc ça nous permet d'apprendre, de devenir experts sur ces capteurs, parce que finalement c'est vraiment dans la difficulté qu'on apprend. Et puis ça nous soude également, la petite équipe HOPE, parce que les déconvenus, ça soude aussi. Donc je nous vois vraiment comme les maillons d'une longue chaîne, chacun avec ses forces. Et mon rôle à moi, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, d'essayer de motiver. J'ai une certaine expertise sur certains capteurs, mais je ne peux pas être experte de tout. J'ai la vision globale du projet et mon travail, c'est de mettre les gens là où ils sont les meilleurs
Et j'ai la chance d'être entourée d'une équipe très compétente, très motivée, de jeunes qui y croient. Donc on n'est pas encore à 100%, mais même si on est mis à rude épreuve, on sent qu'on va y arriver dans pas longtemps. Donc l'idée de cette bouée, en plus, on va dire à l'issue du projet HOP, enfin pendant le projet HOP, l'idée de cette bouée est de répondre à nos questions, bien entendu. Mais à l'issue du projet, c'est qu'elle puisse, s'il y a un souhait, être transférable à d'autres questions scientifiques. Et c'est pour ça qu'on l'a nommée cette bouée Hoportunity. Donc, quand on aura collecté toutes nos données pour le projet HOP, nous travaillerons sur sa maturation technologique, c'est notre souhait en tous les cas, pour qu'elle soit rationalisée, pour en faire une bouée clé en main. Et si quelqu'un veut acheter ce type de bouée, mettre d'autres instruments dessus pour répondre à d'autres questions scientifiques, il pourra le faire. Là, aujourd'hui, ça reste encore un gros prototype, équipé de prototypes, donc une technologie très complexe. Et voilà, donc en ce moment, on essuie les plâtres, en quelque sorte, mais l'idée est d'essayer de pouvoir en faire une technologie mature pour l'océanographie, une technologie décarbonée qui marche au solaire et à l'éolien, avec relativement des moyens pour l'acquérir, mais finalement, au regard du coût des campagnes océanographiques, le coût est finalement assez peu important. Et le coût environnemental est beaucoup moins important. Voilà. Donc, quand on regarde ce parcours, on se dit que le travail de recherche est un travail formidable, mais qui nous amène parfois beaucoup de doutes. Sur le papier, bien sûr, tout ça est très joli. On étudie l'océan, on fait des expéditions en mer, sur des bateaux, on rencontre des baleines. Mais derrière tout ça, il y a toute la difficulté du chercheur. Et nous, notre projet, il est particulièrement risqué, complexe, parce qu'il est très technique, il est tentaculaire, il y a beaucoup d'innovations. Donc l'image que j'ai de moi, c'est d'être debout sur une planche, elle-même posée sur un cylindre, et que je tiens des piles de livres dans chaque main, et à la recherche d'un équilibre constant. Voilà, c'est ce qui se passe quand on gère des grands projets, visiblement, et qu'on est partout au même moment, et plus encore quand on a une vie de famille. Donc c'est aussi un grand travail intérieur d'accepter l'idée que ça pourrait ne pas fonctionner, qu'on s'est peut-être trompé. Et il faut faire un gros travail pour ne pas perdre sa sérénité. Je ne pensais pas que la science me mène à ce chemin intérieur. Donc à tous les jeunes chercheurs, je dirais, si vous avez la pêche, allez-y, c'est génial. Vous apprendrez beaucoup sur l'océan, mais aussi sur vous-même. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré à Nouméa par Jean-Michel Boré dans le laboratoire du projet HOPE et monté par Méry Royer. La musique a été composée par HDV et le mixage audio a été réalisé par le studio Medusa Prod. Un grand merci à Sophie Bonnet pour sa participation.